Alors est-il possible de couper du bois sans bousiller la forêt? Ce petit coin de Suisse est la démonstration que oui, et ce depuis 130 ans. Cette vidéo est un beau pied de nez aux acteurs industriels de la filière du bois française qui aimeraient nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à leur monoculture suivie de coupe rase. Je compte sur vous pour la partager. C'est parti. J'ai la grande chance d'être avec Claude André, qui est le chef de service de cette parcelle de forêt dans laquelle on est. On est où là? On est à Couvet, la commune de Val-de-Travers, dont Couvet fait partie, 2200 hectares de forêt. Et alors, pourquoi tu as voulu nous montrer cette forêt en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors cette forêt, elle est spéciale parce que c'est ce qu'on appelle la forêt jardinée. Cette forêt jardinée qui a été mise en place en 1881 par un jeune ingénieur forestier, sylviculteur, Henri Biolay. Et cette forêt jardinée, on va voir ici une image absolument typique. Sa définition, on peut dire, c'est que sur la plus petite surface possible, on trouve des arbres de toute grandeur, de tout âge, tous les stades de développement, de la jeune plantule jusqu'au sapin bicentenaire qu'on a ici. Et puis, c'est un mélange de 4 essences principales, le sapin blanc, l'épicéa, le hêtre et l'érable. Donc c'est une sylviculture très peu interventionniste. Et nous, comme sylviculteurs, gestionnaires forestiers, eh bien, on vient prendre un arbre par-ci, par-là. Et une fois qu'on a extrait ce bois, la forêt garde la même structure, elle ne change pas. Mais par contre, elle produit un très grand volume de bois. Ici, une futaie jardinée. Et là, on est dans une forêt régulière. Est-ce que vous voyez la différence? Ici, tu n'as pas du tout de jeunes pousses, il n'y a quasiment rien au sol à part de la mousse, et puis, il n'y a pas de lumière. Tu as des vieilles souches, tu as des jeunes hêtres, tu as des sapins, tu as des épicéas, et surtout, tu as de la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui différencient ce genre de forêt des forêts intensives? Oui, alors là, une des très grandes différences, c'est qu'on ne plante jamais. Ah, ok. En forêt jardinée, on ne plante pas, on joue avec la lumière. C'est le dosage de lumière. Les grands arbres, ils grainent, la graine arrive au sol, ça germe, ça vient tout seul, ça pousse tout seul, et nous, on dose la lumière pour permettre à cette jeunesse, finalement, au bout d'un moment, d'avoir suffisamment de lumière et de pousser et de prendre la place des grands arbres. Et c'est un mouvement perpétuel. Place à la pratique. J'ai Romain Blanc avec moi qui est forestier et qui va m'expliquer concrètement comment on choisit quel arbre gérer. Alors déjà la première chose quand on arrive dans une forêt et puis qu'on veut faire une forêt proche de la nature, la première chose c'est de se dire mais qu'est-ce que ferait la nature elle-même si nous on ne faisait rien? Et c'est sur cette base-là qu'on démarre. Donc si on a des essences qui sont déjà ce qu'on appelle en station, c'est-à-dire qui pousseraient naturellement ici, eh bien c'est une excellente chose parce que si la nature fait quelque chose, on ne peut pas faire faux, nous, en l'imitant. Donc si on dit non, ici on aimerait du Douglas et puis que le Douglas naturellement ne viendrait pas, eh bien forcément on va droit dans le mur. Toujours en forêt jardinée, en forêt irrégulière, c'est toujours important d'analyser arbre par arbre. Et ici quand on regarde, eh qu'est-ce qu'on remarque? On a déjà celui-là qui est un beau diamètre, hein, donc on pourrait se dire, ah ben voilà, ça vient gentiment le moment de le récolter, bien que ça ne soit jamais très pressant. Mais ce qu'on remarque surtout en regardant en l'air, c'est qu'il a un voisin qui est un chêne, et leurs deux couronnes ont tendance gentiment à se toucher. Et puis quand on regarde de l'autre côté, eh bien, on voit qu'on a tous ces jeunes sapins qui ne demandent qu'à pousser. Donc il y a des chances que notre pin ici soit récolté la prochaine fois pour laisser place à la jeunesse d'un côté et à la maturation de ce beau chêne de l'autre. On récolte parce que c'est pas nous qui produisons, c'est la forêt qui produit. Exactement. Plus on a d'essence à disposition, plus on peut diversifier, plus on peut varier la composition complète de notre forêt d'avenir, plus on limite les risques. C'est comme quand on investit en bourse. Si on investit tout sur le même cheval et que le cheval se casse une patte, eh bien on est bien dans la merde. Tandis que si on a une grande diversité d'essences et puis qu'il y en a une qui chope une saloperie, qui vient assécher, qui ne supporte pas le changement climatique, peut-être que les autres, elles pourront. Donc on va limiter les risques dans notre portefeuille de forestier. Mais par contre, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même des doux rêveurs, c'est-à-dire que là vous n'allez pas réussir à produire autant de bois
de la même qualité que si les arbres sont parfaitement paramétrés, sélectionnés et plantés en ligne, ou bien si? Alors on arrive à produire de la meilleure qualité de bois qu'une plantation. Ok. D'ailleurs on le voit ici, l'arbre de place, comme on l'appelle, qu'on a choisi de garder jusqu'à environ 1 mètre de diamètre. C'est un bois de très haute qualité, c'est 20 premiers mètres, il n'a pratiquement pas de branches. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on recherche, c'est la crème de la crème. Et chaque année que ce bois pousse, eh bien, il fabrique du bois sans nœud. Et c'est ce qu'on recherche, c'est du bois sans nœud. Et ce 5 à 10% de ce qu'on appelle qualité menuiserie, c'est du bois qui vaut 3 fois plus que le reste. Donc si on a une petite proportion de ce bois de haute qualité, ça valorise l'ensemble de nos lots de bois qu'on vend sur le marché. Alors ce qu'on a là, c'est un magnifique tronc issu de la forêt jardinée et on le voit rien qu'à ses caractéristiques. D'abord, quasiment 90 de diamètre, mais surtout, les petites stries là qu'on voit. Ça, c'est chaque année la quantité de bois qu'arrive à fabriquer l'arbre. Et ce qu'on voit, c'est que c'est hyper régulier. On a une éclaircie qui est faite tous les 8 ans. Du coup, ça grandit impeccablement, régulièrement, jusqu'à atteindre ce bel âge. Et il doit laisser la place aux autres. Quand on voit un arbre comme ça qui va pousser jusqu'à 1 mètre de diamètre, ça aussi c'est une énorme différence. Les arbres qu'on produit par exemple actuellement dans le Morvan, c'est des arbres qui sont coupés quand ils atteignent 40 cm de diamètre. Parce que c'est la taille de la batteuse et après ça de la méga scierie. Mais ça veut dire que vous avez aussi un modèle économique différent pour que vous arriviez à vendre ces arbres? Absolument. Et étonnamment, on le vend en France. Mais non, c'est vrai? On vend les bois en France. Oh non, la désauce. Alors, le 80% de nos bois résineux, et ils partent à une demi-heure de camion d'ici et une demi-heure de camion, c'est toutes les scieries françaises qui sont très demandeuses. En fait, cette situation, elle est due au fait qu'ici, dans le canton de Châtel et en Suisse, on a quelques scieries, quelques usines de transformation, mais pas beaucoup. La Suisse n'est pas capable d'absorber l'entier des volumes qu'on produit. Okay. Alors on est content d'avoir nos voisins français qui viennent régulièrement nous rendre visite et qui achètent ces bois, et ces bois de haute qualité parce qu'ils ont les canaux de transformation pour valoriser en fait ce bois. Mais effectivement, on nous a dit à un moment donné, vous devez arrêter avec vos gros arbres parce qu'il n'y aura plus la transformation possible. Et nous, on a dit non, nos forêts, elles produisent autre chose. En Suisse, on a beaucoup de gros bois, pas seulement au Val de Travers. Et puis l'industrie du bois, finalement, a reconnu cet état de fait et a dit ok, on va s'adapter et puis on va scier vos gros bois, on va s'équiper pour pouvoir scier vos gros bois. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche. On n'a pas envie de changer notre système parce que s'il a été mis en place et fait ses preuves en 1881, aujourd'hui, en 2022, il fait toujours ses preuves. Et tous les étudiants de Suisse viennent en exercice dans ces forêts. On leur montre les avantages de ce système qui n'y a pas photo, quoi. C'est le must. Voilà, mais qu'est-ce qu'on a là? Ah, voilà notre fameux sapin président, le plus haut sapin blanc de Suisse. Ah ouais. Et le deuxième d'Europe. Wow, comme ça fait plaisir de voir un arbre pareil. Pourquoi vous avez gardé un arbre aussi gros? Cette souche qui est ici derrière, cet arbre a été coupé en 1964. Il a produit 25 mètres cubes de bois. Il avait 220 ans. À la moitié de sa vie, il faisait 2,5 mètres cubes. Il a produit le 9/10 de son volume à partir d'un certain diamètre qui tout à coup explose en termes de croissance et produit beaucoup de bois. Alors quand on nous dit que le diamètre d'exploitabilité c'est 40 cm, ben c'est justement à partir de 50 ou 60 que l'arbre produit beaucoup, une grande quantité de bois. Alors c'est assez intéressant de tirer l'enseignement de ces observations. J'entends d'ici les commentaires rageux des acteurs industriels de la filière de bois française qui vont dire ouais mais regardez-moi ça, ils produisent jamais autant de bois que nous et puis ça rapporte de toute façon pas autant donc faites pas ça les gars. Comment est-ce qu'on peut leur répondre? Alors d'abord ce qu'on sait, on connaît exactement parce que c'est vraiment une forêt qui est extrêmement documentée, hein. On fait des inventaires forestiers tous les 9 ans. Donc l'accroissement est connu à la virgule près. On est ici dans ces forêts de Val de Travers entre 8 et 15 mètres cubes hectares par année de production et on boucle avec un bénéfice qui avoisine autour des 100 000 francs annuellement. On arrive à certaines forêts où tous les 35 ans, l'entier du peuplement est réalisé en prélevant uniquement l'accroissement. Ok, ça veut dire que tu pourrais raser intégralement toute la forêt au bout de 35 ans. Ça te produirait autant de bois que faire de la forêt jardinée, couper pied par pied. Alors que en fait, là, la différence, c'est que tu as toujours de la forêt. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Et c'est vrai que si on compare
ces exploitations de forêt jardinée ou de monoculture, la forêt jardinée nous produit du bénéfice chaque année. On ne connaît pas de trous, c'est régulier. Alors qu'une fois qu'on réalise un peuplement de monoculture, ailleurs qu'ici évidemment, eh bien, après il y a des investissements qui sont lourds. Uniquement en termes financiers, il faut planter, il faut suivre, il faut désherber, etc. Donc vous avez un trou de production, un trou financier, vous avez une réalisation une fois, et puis après pendant 30 ans, vous n'avez que des investissements, ou 40 ans. Et puis c'est aussi la loterie, parce que quand tu crées un aussi grand déséquilibre dans la forêt par une coupe rase, tu ne sais pas quel genre de prolifération d'insectes nuisibles tu vas avoir, tu ne maîtrises pas en fait, tu as cassé l'équilibre. Après ça, bonne chance, comme on dit. Ouais. Non, la monoculture, c'est très fragile en termes de nature, justement de risque, que ce soit les insectes ou les champignons ou le vent. Comme on l'a dit aussi, plus on complexifie la forêt en termes de structure et de mélange, et plus elle est résistante. J'ai cru comprendre que la forêt en Suisse, elle n'a pas du tout le temps été jardinée, irrégulière, bien gérée. Oui, absolument. On surexploitait complètement. On avait beaucoup de catastrophes naturelles. Ah ouais. Inondations, glissements de terrain, éboulements, puis on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est grâce aux conclusions de ce groupe d'experts qu'on dit mais c'est à cause de la déforestation. C'était il y a combien de temps que cette forêt elle était intégralement du résineux? C'était il y a un peu plus de 110 ans. En 1911, il y a eu un grand cyclone qui a renversé 25 hectares. Et c'est le travail justement des gardes forestiers qui se sont mis à faire de la forêt jardinée qui a permis à tous ces feuillus de revenir, c'est ça? Exactement. Je trouve ça vraiment fascinant que dans votre histoire, quelque part, ce modèle qui est, à mon sens, un des plus harmonieux d'un point de vue répondre aux besoins en bois des humains et garantir la pérennité de la forêt et de sa biodiversité, en fait, il n'est plus émergé que d'une histoire de surexploitation et j'espère qu'on peut apprendre de vos erreurs pour ne pas refaire la même chose dans nos contrées, quoi. Il y a un truc qui est en train de se passer en France et particulièrement autour du plan de relance, c'est l'idée d'intervenir au nom du changement climatique dans les forêts en coupant en prévention des forêts de feuillus pour planter des espèces qui supposément résisteront mieux au changement climatique. À toutes les transformations sur un écosystème, je pense que c'est pas pertinent parce qu'il y a beaucoup de risques. On ne sait pas vraiment quels seront les aléas de ces changements climatiques, comment ils vont s'affirmer, avec quel délai. On ne sait pas non plus comment les mesures qu'on va prendre, que nos sociétés vont prendre pour améliorer la situation vont donner leurs effets. Donc il n'y a rien de plus important à mon avis de travailler avec les espèces natives et avec ce que la nature a développé comme capacité de résilience. Là, on est dans un exemple de ça? Oui, pour moi, c'est un bel exemple. On a eu ici une tempête locale il y a 15 ans. On a récolté les bois qui étaient tombés et puis, depuis, on a laissé la créativité à la nature. On n'a pas investi un centime pour replanter, pour protéger, pour éduquer, dégager. Puis 15 ans après, on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut pour faire une forêt mélangée, une forêt irrégulière. Donc ce sera une forêt adaptée à ce contexte. La forêt, c'est un système magnifique, fascinant, un organisme qui fonctionne sans traitement, sans chimie. Le professeur Leibungut, professeur de sylviculture à Zurich, nous disait qu'il fallait faire preuve de paresse raffinée pour être en phase avec le développement de la forêt. Avec certaines maladies, souvent on aimerait les éradiquer. Je prends le cas du frêne par exemple, avec la calarose. C'est beaucoup mieux de faire preuve d'inaction réfléchie quand on a un secteur atteint par cette maladie, plutôt que de vouloir aller enlever le tout, y compris ceux qui sont potentiellement résistants et qui apporteront une réponse favorable, génétique, à futur. En fait, l'observation, déjà rien que ça, c'est un acte de gestion important, encore plus que l'action souvent. Si on aime ce métier, c'est parce qu'on aime observer. Il faut vivre en symbiose avec ce milieu pour essayer de le sentir, le ressentir et si possible prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça n'a tellement rien à voir avec ce que j'ai pu filmer avec la batteuse qui se ramène et qui juste dézingue toute une surface sans se poser de questions. C'est assez fou, quoi. Ah, on a 1000 lieues de ça. Ouais. C'est vrai que la monoculture et la coupe rase, c'est l'autre extrême.
parce qu'en fait on détruit l'écosystème. C'est quand même si c'est une monoculture, c'est quand même un écosystème. Et d'un point de vue biodiversité alors, qu'est-ce que ça donne ce genre de forêt? Donc on a parlé beaucoup de la fonction de production, mais évidemment on ne néglige pas toutes les autres fonctions de la forêt, dont celle de la biodiversité, mais simplement en faisant ce prélèvement comme on le fait ici, par voie de conséquence, les autres fonctions sont garanties. La protection, la stabilité du sol, le tampon par rapport à l'oxygène, à la qualité de l'eau. L'eau qui sort de ces forêts, on la boit comme ça, elle n'est pas traitée. Ah oui. La biodiversité, c'était, il y a quelques décennies, un peu le point faible. Parce qu'on avait l'habitude d'aller chercher le moindre arbre n'importe où parce qu'il avait de la valeur. Et après, on nous a dit, ouais, mais vous pourriez quand même un peu faire un effort, de temps en temps des secs, des renversés, laisser au sol, ou des chandelles pour le pic, pour les oiseaux, etc. Donc oui, on a intégré cette notion de biodiversité. Je pense qu'il faut aussi se décentrer de notre vision humaine et se dire que là, il y a d'autres individualités qui vivent et qui ont le droit d'être là, quoi. On sort de la production et puis on doit un petit peu faire zoom arrière pour se rendre compte de ces choses-là qui sont la base de la vie finalement. La biodiversité, on doit y contribuer largement. Quand on vous voit vous balader dans ces forêts, on réalise que vous avez un savoir et un regard et vous prenez le temps de comprendre comment chaque arbre va interagir, comment chaque arbre grandit. Et c'est justement ce temps et cette connaissance qui est en train de disparaître, d'être coupé à la fois en ressources financières et aussi en personnel en France au sein de l'ONF où ils sont remplacés, des fonctionnaires qui avaient ce savoir sont remplacés par des contractuels. Ça, c'est pas un problème que vous avez ici. Comment vous entretenez ce savoir en fait sur la forêt? Bon, je dirais qu'il faut quand même une croyance sylvicole très forte. Okay. Donc il y a le propriétaire, toute la filière, l'ingénieur forestier, le garde, les forestiers bûcherons, à qui on demande une connaissance parfaite dans les abattages. Vous voyez ces arbres qui font 55 mètres de haut pour les descendre, sans faire trop de casse. Ça demande des connaissances, des compétences très fortes. Donc toute la chaîne jusqu'aux apprentis, on doit vraiment être convaincu de notre système. Et on l'est, et on doit cultiver ça. Et c'est pour ça qu'on accueille volontiers beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui veulent voir ce système, pour leur montrer qu'on peut arriver à quelque chose. Alors si on part de rien, effectivement, il faut un certain temps pour arriver à ce modèle, parce que la forme, la structure, finalement, elle est complètement artificielle, puisque c'est nous qui décidons la forme qu'on veut donner. Il faut cette croyance sylvicole, puis finalement, quand on voit comme ça fonctionne, on se dit, mais que du bonheur, quoi. Pourquoi changer En France, les 3/4 de la forêt appartient à des propriétaires privés qui souvent se retrouvent sur les bras avec des forêts plantées en monoculture et en ligne. Est-ce que c'est possible pour eux de passer à de la forêt jardinée ou en tout cas de la futée irrégulière, ce qui s'en rapproche, quoi? Alors oui, c'est absolument possible. Forêt jardinée typique, peut-être pas, ça dépend des endroits. Mais en tout cas, étagé, mélangé, ça c'est possible de le faire partout. On essaie d'accélérer le mouvement pour avoir de la forêt jardinée. Ça veut dire qu'on fait quelques trouées où on peut. On laisse passer la lumière. On laisse passer la lumière et puis on laisse pousser ce qui vient naturellement. Donc sitôt qu'on a ces premiers cônes de régénération de jeunes arbres, eh bien on a déjà un début de structure. Une fois qu'on a amorcé ça, il suffit de le suivre et puis tous les 7-8 ans, 9 ans, eh bien donner un coup d'accélérateur à ça. Donc c'est possible, on peut convertir. Bon, alors vous avez entendu, si vous êtes propriétaire, n'écoutez pas les arguments qui vous disent qu'il n'y a rien d'autre à faire que des coupes rases. Il y a des alternatives et ça marche très bien. Alors comment mettre ça en place en France? C'est dans les Vosges françaises que je retrouve Évrard de Turckheim de l'association ProSylva et Sylvain Angerand de l'association Canopée pour dessiner le plan de bataille. On est ici dans une trouée qui est pleine d'enseignements parce que c'est une trouée de scolytes. Une trouée de scolytes d'il y a 7-8 ans. J'étais d'une impatience coupable, on a voulu planter quelques douglas. Donc voilà un douglas planté. Voilà. Donc qui est venu naturellement. Et ça, c'est un pin magnifique naturellement. La constatation ici, c'est que vraiment, on aurait pu s'économiser la plantation des douglas. Et ouais, c'est incroyable. Et donc, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Alors, je ne sais pas ce qu'on fait avec le plan de relance, mais j'ai cru comprendre qu'on plantait de grosses surfaces en douglas. J'aimerais qu'on prenne enseignement de ce qui peut se passer quand on laisse un petit peu la nature faire. Pas sûr que les Douglas les plantations de Douglas aient été plantées à bon escient. Vraiment le cœur de notre métier et le cœur du pilotage de la forêt, ça se passe ici, au milieu des arbres. Là il y a un petit pin,
qui embête un petit peu le boulot. En plus, il est au sud de Boulot, donc je vais le travailler. Alors, regardez ce qui va se passer. Hop, d'un seul coup, je dégage. Donc le boulot, il est là, il va prendre le relais. Voilà. C'est un tout petit travail, c'est du travail d'artiste, mais c'est d'abord un problème, une question d'observation, de voir comment tout ça fonctionne. Ça coûte pas très cher, ça coûte l'observation. Moins cher qu'une abatteuse en tout cas. Moins cher qu'une abatteuse. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que depuis le début que je fais des vidéos sur la forêt, je tombe toujours sur le fait que mélanger, étager, diversifier, c'est plus beau, c'est aussi rentable, voire plus rentable, c'est le meilleur. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait principalement en France. Qu'est-ce qui fait que c'est pas ce qu'on fait partout en fait, alors que ça a l'air tellement mieux? C'est une question qui est difficile à répondre, que je ne comprends pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, moi je préfère travailler ici dans la demi-ombre avec les arbres plutôt que sur une grosse coupe en plein soleil, en plein cagnard, dans la ronce. Simplement pour savoir ce qu'il faut faire, il faut que je sois ici. Hein. Mais oui, c'est je ça. peux pas être dans mon bureau, je peux pas être Devant ton ordinateur. devant mon ordinateur à manipuler mon tableau Excel. On y arrive. Le fameux tableau Excel. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, en travaillant sur ces fameux plans de relance, en fait, on a discuté avec plein de forestiers et on a rencontré plein de gens qui, comme toi, se disent mais en fait, ce que je fais, ça rentre pas dans un tableau Excel. Je pouvais pas décider 3 ans à l'avance qu'effectivement, je viendrais un jour couper ce pin qui gênait ce boulot. Et de l'autre côté, bah, t'en as qui font tout pour faire rentrer ça dans un tableau Excel. C'est facile. Tu rases. Tu vas dire que tu vas replanter et ça c'est bon, ça rentre bien, c'est facile, tu as les subventions. Et c'est ça en fait qui est en train de se jouer quoi. C'est que les subventions sont en train presque de pervertir le système, d'amener dans une direction qui est même pas la direction naturelle, c'est ce que tu dis. C'est dommage, le plan de relance a loupé le coche, au moins dans sa première version, parce que c'était très caricatural, c'était très rigide, alors que la forêt a besoin de souplesse. On a besoin de souplesse, on a besoin d'un petit peu de temps, on a besoin de se donner la capacité d'observer, et sans doute que si on se donne un tout petit peu le temps, les quelques fonds, on est capable de les utiliser à bien meilleur escient. Vous le savez très bien, là où va l'argent, c'est ce qui définit beaucoup l'avenir. Et actuellement, du coup, le plan de relance, il va plutôt soutenir ce genre de forêt-là, c'est ça? Exactement. En fait, avec ce qui s'est passé autour du Covid, on a mis beaucoup d'argent sur la table, 150 millions d'euros pour la forêt et le bois. Et nous, ce qu'on a révélé avec nos enquêtes, c'est que cet argent, il a servi massivement à faire des monocultures. Ça, justement, c'est des choses qu'on a fait il y a quelques années. Et on est en train de refaire les mêmes bêtises parce qu'on voit que ces arbres en monoculture, bah, ils meurent. Là, ce qui se joue maintenant, c'est la suite du plan de relance. C'est plus 150 millions d'euros, c'est 500 à 600 millions d'euros qui vont être discutés là à l'automne à l'Assemblée nationale. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse du bruit pour dire qu'effectivement, bah ça, ce type de monoculture, ça n'est pas de la forêt. Et qu'au contraire, on sait très bien comment gérer une forêt diversifiée. Et il faut que cet argent, en fait, il aille au bon endroit. Et c'est bien pour ça qu'on fait cette vidéo, mais aussi plusieurs autres qui sont à venir sur la chaîne pour simplement vous permettre de comprendre ce qui se joue autour des forêts et de pouvoir remporter le rapport de force, faire que l'avenir de la forêt, ce soit des forêts vivantes. Donc on va vous proposer plein de trucs, on va vous proposer des pétitions. Les pétitions vont vous permettre ensuite d'aller interpeller vos députés, de participer à des actions, s'il faut devant l'Assemblée nationale ou là où se passent ces chantiers forestiers. Et ensemble, on va faire du bruit, on va créer ce débat-là qu'il faut avoir pour qu'il résonne jusque dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et faire changer les lois. Voilà, c'est tout simplement ça qu'on vous propose. Donc vous l'avez compris, ça se joue maintenant et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On est tous les deux en partenariat pour la faire. Et il faut que vous la partagiez de manière à ce que cette bataille des idées qui se joue, parce que c'est vraiment ça, c'est quelle est la vision de la forêt qui va remporter la bataille, elle peut se faire à coup de vidéo, à coup d'arguments, il y en a plein dans cette vidéo, donc vraiment partagez-la, abonnez-vous pour ne rien louper. Ciao. Ciao.